En vrai, quand j'ai fait le montage de ma vidéo bilan de 2025, je me suis rendu compte qu'il était un peu nul ce bilan. J'ai eu un peu honte et je me suis dit: «Pourquoi pas vous proposer une vidéo un peu plus intéressante, un peu plus rigolote peut-être, pour compenser ça» et donc voilà. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, lectrice et autrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Aujourd'hui, je vous propose un format que je fais depuis quelques années sur mon compte Instagram et que j'ai décidé aujourd'hui de décliner en vidéo. Alors je sais, au moment où cette vidéo sort, on est au mois de février, ça commence à faire un peu tard pour un bilan lecture. Ça fait encore trop tôt pour coïncider avec la date des Oscars, voilà, une cérémonie très connue. Écoutez, là, au moment où j'enregistre, les nominations pour les Oscars viennent tout juste de tomber. Donc je me dis, on est quand même dans un juste milieu. Donc allez, pour l'occasion, j'ai mis ma tenue de cérémonie, je vous laisse admirer. Et je vous souhaite la bienvenue à mes Book Awards 2025. Il y a 13 catégories en tout que je vais vous présenter. Alors, à noter qu'il ne s'agit pas les livres nommés, je les ai pas piochés parmi des livres sortis en 2025, mais parmi des livres que j'ai lus en 2025. Différence notable parce que quand on regarde, j'ai lu très peu en 2025, j'ai lu très peu de livres sortis en 2025. Et Didine vient de rentrer, donc à tout moment, la vidéo part en cacahuète. Oui, ma chérie. Alors, si tu montes, tu fais pas le bazar, hein. Voilà, elle va présenter les awards avec moi. Oui, ma chérie. Oui. Oh oui, c'est le moment de faire ça. Oh oui, mais je t'aime quand même. Tu vas mettre plein de poils blancs sur ma jolie robe. Bref, je commence tout de suite avec la première catégorie qui s'intitule Meilleure couverture. Les illustrateurs et illustratrices nommés dans cette catégorie sont Guy Mauze pour La Saison des Enchantements, Mina M pour Mes ailes en cage, Anne-Clotilde Jam pour Peau d'âme et Marlove Lune pour Juniper and Thorn. Et mon gagnant dans cette catégorie est Marlove Lune pour Juniper and Thorn d'Avarid. À noter que j'ignore complètement si je prononce bien son nom, c'est un illustrateur anglophone. Et pourquoi je l'ai choisi, outre le fait que la couverture est magnifique? Un commentaire, Didine? Ah, tu veux vraiment être sur mes genoux? Oh, ça va être pratique. Outre le fait que la couverture est magnifique, mais bon, c'est le cas de tous les nommés, bien entendu. En fait, elle a fonctionné sur moi, cette couverture, parce que j'avais repéré le roman sur Goodreads il y a quelques années, grâce à celle-ci, en fait. Elle est passée, je sais pas, peut-être une de mes amies sur Goodreads l'avait sélectionnée, c'était sur mon fil d'actualité ou dans des nouvelles sorties ou même sur d'autres réseaux, je sais plus, mais en tout cas, j'ai vu passer cette couverture. Je ne connaissais pas encore Avarid à l'époque, mais j'ai eu un coup de cœur sur cette ambiance qui représente très très bien le roman. Alors il faut savoir que cette couverture, alors peut-être que vous la voyez mieux si je la mets comme ça. Il faut savoir que cette couverture, c'est pas la couverture qu'on trouve le plus souvent maintenant. Il y a une couverture plus minimaliste qu'on voit passer, que j'aime beaucoup moins. Et du coup, quand j'ai voulu l'acheter en VO, parce qu'il n'est pas traduit en français encore, j'ai tout fait pour trouver celle-là qui est plus rare, assez rare. Peut-être qu'elle n'est plus éditée. C'était peut-être une édition collector, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est mon côté un peu matérialiste. Et dans le même genre, l'illustrateur avait également fait la couverture de la première édition de... Alors c'est une dot de sang
En VF, c'est A Story of Blood de S.T. Jimson. Et pareil, je voulais à tout prix mettre la main sur cette version-là, faite par cet illustrateur, et impossible de mettre la main dessus, donc j'ai dû prendre la couverture plutôt au ton rouge classique, la plus trouvable, qui est d'ailleurs la couverture de la VF d'une dot de sang. Voilà. Je suis un peu déçue, mais j'aime beaucoup ce style qui me fait... Alors, je vous montre. Ça fait les encadrements, tout ça, ça me fait penser un peu à de l'art nouveau. Mais il y a un côté aussi très sombre qui correspond parfaitement à l'ambiance du roman. Je vais pas vous reparler de l'histoire pour l'instant parce que j'aurai l'occasion, petit spoiler, de vous en reparler plus tard dans la vidéo. Et puis j'ai également fait un avis lecture dédié à Juniper Thorn. Mais voilà, ça correspond très bien à cet univers de contes de fées sombres et sanglants et étranges que j'aime beaucoup. J'ai mon petit carnet Magic Mirror avec tous mes nommés, tous mes gagnants. Et je passe tout de suite à la catégorie suivante qui est meilleure ambiance. Les nommés dans cette catégorie sont Podam d'Aude Ziegelmeyer pour ses contes sombres, merveilleux, romantiques et gore. Le Roi en jaune de Robert V. Chambers pour cette œuvre étrange et maudite qui hante les personnages d'une nouvelle à l'autre. Emblème d'Ina Ciel pour son univers façon cabinet de curiosité et jungle inexplorée. Et La Saison des Enchantements, un recueil de nouvelles collectifs aux éditions du Chat Noir, pour son ambiance cosy, automnale, mélancolique ou réconfortante. Et le livre avec la meilleure ambiance est Emblème d'Ina Ciel aux éditions Naos. Emblème, c'est une de mes premières lectures de l'année 2025. J'avais enchaîné la duologie. Et d'ailleurs, je mets la duologie, en fait, je compte ça comme une seule entité pour cette catégorie. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Emblème, vraiment, c'est cette ambiance que je n'avais pas vue ailleurs, en tout cas, pas encore, dans ma vie de lectrice. Alors, Ina Ciel décrit cette ambiance... cette atmosphère comme de la Green Academia, ce qui correspond parfaitement parce qu'il y a ce côté académique, sciences naturelles, études du vivant, de la nature, exploration. Donc c'est à ce côté voilà, green, vraiment de la nature. Mais une nature, une exploration des sciences naturelles, 19e siècle. Ça me fait penser un peu à Jules Verne, mais aussi vraiment ce que je disais, cette ambiance cabinet de curiosité. Si vous voyez pas les cabinets de curiosité, ça va être ces collections d'objets un peu étranges et insolites, d'animaux empaillés, de squelettes, d'animaux, vraiment ce côté un peu scientifique. Mais aussi, on va avoir des animaux, puisqu'on est quand même dans de la fantasy, qui n'existent pas, qui sont des hybrides à la croisée entre le réel et l'imaginaire. C'est une ambiance que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez dans mon décor, juste là, si c'est pas trop flou, vous avez en fait par exemple un exemple de décoration qu'on peut retrouver dans les cabinets de curiosité. Une atmosphère donc très réussie de la part d'Ina Ciel, une autrice dont on reparlera dans cette vidéo, une autrice que je vous invite à suivre, à découvrir le travail si ce n'est pas déjà fait. Bon, Didine a accepté de se calmer? Oh non. Non, elle n'est pas encore endormie. Elle ronronne, mais elle n'est pas encore endormie. Tu ronronnes? Je sais pas si vous entendez. Catégorie suivante. Sont nommés au meilleur scénario Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, Yellowface de R.F. Kuang, 17 ans à jamais de Gaël Hémon et Juniper Thorn d'Avaride. Et le gagnant est Yellowface de R.F. Kuang, que je n'ai pas en ma possession aujourd'hui puisque je l'ai tellement aimé que je l'ai prêté à une copine.
Encore une fois, je vais pas m'attarder trop dessus parce que j'avais, parlé plus en détail de Yellowface dans un update lecture il y a quelques mois que je vous mets en référence. Yellowface, c'est un contemporain, je lis peu de contemporains et c'est un thriller, un côté très psychologique. C'est pas forcément ce que je lis non plus, mais savoir que j'aime beaucoup, le travail de l'autrice R.F. Kuang, même si à ce moment-là, je n'avais lu qu'un roman d'elle qui est, Babel, mais que j'avais tellement adoré que je me suis dit: «J'ai envie de la suivre, de découvrir ce qu'elle a fait d'autre», surtout qu'elle est assez reconnue dans le milieu, quitte à aller, me pencher sur un genre, auquel je me penche pas d'habitude, uniquement parce que c'est cette autrice. Et Yellowface, déjà le concept de base, il est hyper accrocheur. On suit June qui, est une narratrice à la première personne non fiable comme je les adore, qui va voler le manuscrit de son amie autrice, Athéna, qui vient tout juste de décéder au début du roman. Elle va voler le manuscrit sur lequel travaillait Athéna et le publier en le faisant passer pour le sien, sachant que Athéna est une autrice à un succès mais considérable, alors que June, elle, au contraire, elle n'arrivait pas à décoller, voilà. Donc il y avait un côté un peu envie, jalousie. Sauf que c'est un manuscrit, un roman qui parle en fait des travailleurs chinois peu dans la Première Guerre mondiale. June, elle n'est pas du tout d'origine chinoise, ni asiatique, non, du tout. Enfin, c'est une américaine, quoi. Et en plus, bon, bah, que le roman va trouver un éditeur, il va trouver son public, il va trouver du succès, être un best-seller. Et en fait, June va s'enfoncer dans ce mensonge au fur et à mesure que le roman gagne en popularité. Et donc, on va de plus en plus en parler, elle va être mise sous les projecteurs. Mais elle va également jouer sur une ambiguïté de ses origines pour essayer de donner une légitimité à son propos, qui correspond donc se faire passer en fait pour une personne asiatique quand on est une personne blanche, c'est ce qu'on appelle un yellowface. On est dans un thriller et donc il y a plein de rebondissements et il y a un stress aussi qui est là puisqu'on est dans la tête de June, même si c'est un personnage assez détestable quand même, avec un racisme intériorisé qui est là, même si elle prétend être une alliée des personnes asiatiques, de la communauté asiatique, bref. Mais plus au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans son mensonge, elle va être de plus en plus confrontée à des répercussions de ce qu'elle a fait, parce que plus elle s'enfonce, plus la situation grandit, et tu te dis, mais au début, elle pouvait peut-être encore s'en sortir, et plus elle s'enfonce, on se dit, mais comment elle va échapper à tout ça? Est-ce que c'est possible d'échapper à tout ça? Au bout d'un moment, ça va bien finir par éclater. Et en plus, June a tendance à prendre de mauvaises décisions. C'est ça qui fait que c'est passionnant à suivre. Et en plus, va s'ajouter le fait que il y a quand même une grande partie de culpabilité, en plus de tout ça, qui va venir un peu la dévorer de l'intérieur, avec l'impression que Athéna ait encore envie d'une certaine façon. Je n'en dis pas plus. Donc vraiment, beaucoup de suspense, de rebondissements, un côté psychologique très intéressant, une satire du monde éditorial américain. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le scénario de Yellowface. La catégorie suivante est meilleure plume, et pour cela, ne sont nommés que des livres francophones, puisque pour les livres traduits, il y a une autre catégorie, et c'est pour ça. Quand je veux parler de la plume, je veux vraiment parler de la plume sans avoir d'intermédiaire entre elle et moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont nommés dans la catégorie meilleure plume, R. Sennelier pour Mes ailes en cage, Clémentine Beauvais pour Décomposer, Magali Lefebvre pour Les nuits envolées et Victor Hugo pour Notre-Dame de Paris. Et le gagnant est, sans beaucoup de suspense pour ceux qui me connaissent, Victor Hugo pour Notre-Dame de Paris. J'ai enfin lu Notre-Dame de Paris en intégrale en 2025, il était temps. Je savais que je partais... Didine, non mon cœur. Oui, tu rêves. Pardon. Je savais que je partais sur une lecture... voilà, j'étais en terrain conquis. Si vous ne savez pas, Victor Hugo, c'est mon auteur préféré.
je pense. Et je n'ai pas encore tout lu de lui, donc j'en suis ravie, parce que ça veut dire que j'ai encore d'autres œuvres de Victor Hugo, des inédits à découvrir dans ma vie. Je suis trop heureuse. Bref. Et j'aime beaucoup ce qu'il propose, que ce soit en roman, en théâtre ou en poésie. En poésie, c'est magnifique ce qu'il a fait. Il est prolifique, il réussit dans tous les genres littéraires, bref. Et donc j'ai enfin lu Notre-Dame de Paris. Et il y a ce côté romantique, très, c'est hugolien, il y a bien un adjectif qui a été inventé d'après lui, parce que c'est ça, c'est sublime, sa plume est magnifique. Ça, des fois, c'est drôle, des fois, c'est grinçant, vraiment ironique, des fois, souvent, c'est tragique, mais toujours d'une façon très belle. Les personnages ont des tirades. Alors, des personnages ne parleraient jamais comme ça dans la vraie vie, bien sûr, c'est très romantique, mais c'est sublime à lire. C'est, ouah, il y a des déclarations d'amour. Là, je pense notamment à la scène dans la cellule entre Frollo et Esmeralda, où il a une déclaration vraiment d'amour. C'est à la fois détestable, écœurant même, cette obsession qu'il a pour elle, mais à la fois c'est à couper le souffle la façon dont il l'exprime. Ouah, quoi, voilà. Victor Hugo, enfin, c'est le genre de roman où on prend une page au hasard, on lit un passage et on est ébloui, quoi. Même le fameux chapitre Paris vu du ciel, qui fait 20 pages, allez. Même celui-là, il décrit le Paris du Moyen-Âge et c'est juste sublime, quoi. Alors que c'est juste la description d'une ville au Moyen-Âge. Voilà. Et donc, comme je vous disais, pour les livres traduits, j'ai une catégorie spéciale qui s'appelle donc meilleure traduction. Sont nommés dans cette catégorie les traducteurs et traductrices suivants. Elsa Damien pour L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, qui traduit donc de l'italien. Arnaud Mousnier-Lompré pour le tome 1 de l'Assassin royal de Robin Hobb, traduit de l'anglais. Bernard Cessé pour La vie est un songe de Calderon, traduit de l'espagnol. Et Gorel Bjurstorm pour Le château des enfants volés, traduit du suédois. Et le gagnant dans cette catégorie est Bernard Cessé pour la traduction de La vie est un songe de Calderon. Pourquoi j'ai choisi celle-là ? Parce que cette pièce de théâtre baroque, qui est magnifique, qui date du coup de 17e siècle, c'est à la même époque que Corneille, eh bien, elle est écrite en vers. Toutes les traductions, c'est déjà un travail de fou, parce qu'il ne suffit pas de traduire mot à mot les mots, il y a aussi des sens, le nombre de syllabes, ce genre de choses à prendre en compte. Il réussit à garder cette musicalité qu'il y a dans le texte d'origine en espagnol. Vous avez un peu de curiosité, je vous invite par exemple à aller voir les différentes traductions anglaises, anglophones, si vous parlez maîtriser l'anglais, des Fleurs du mal de Baudelaire. Moi j'aime beaucoup faire ça. Vous prenez il y a sur des sites, c'est disponible, vous prenez un poème de Baudelaire, et vous regardez les différentes traductions anglaises qui ont été proposées, et certaines vont aller à la rime et certaines ne vont pas garder la rime et aller plus proche du sens français. C'est passionnant. Tout ça pour dire que là, il a réussi en fait à garder cette poésie, ce rythme et ces rimes. Je vous donne un exemple là, celui qui est sur la 4e de couverture. Qu'est-ce que la vie ? Un délire. Qu'est-ce donc la vie ? Une illusion, une ombre, une fiction. Le plus grand bien est peu de choses, car toute la vie n'est qu'un songe, et les songes rien que des songes. Je trouve ça très joli. Je vous en reparlerai dans quelques semaines, puisque je vais reparler de fantaisie baroque, et comme c'est une œuvre baroque, j'en parlerai également dans la vidéo. La catégorie suivante m'a été inspirée d'une nouvelle catégorie introduite pour la première fois, donc aux Oscars cette année, c'est la catégorie meilleur casting. Sont nommés dans cette catégorie le Peter Pan de Régis Loisel, Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et L'Assassin royal de Robin Hobb. Et le prix du meilleur casting est attribué à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Là, j'avais idée donc de récompenser un ensemble de personnages. Donc dans tous les livres nommés, l'ensemble des personnages sont aussi bien écrits et passionnants ou intéressants, en tout cas sur l'ensemble. J'ai pas pris des romans où il y a peu de personnages ou alors il y en a un qui se démarque du lot contrairement aux autres, vous voyez. Non, là, ils étaient tous intéressants. Et pourquoi j'ai choisi Notre-Dame de Paris? Parce que ils sont tous aussi différents les uns que les autres, à la fois issus chacun peut-être de registres différents, mais ils se marient totalement. Et Didine est en train de glisser de mes genoux. Tu vas tomber là, ma chérie. T'es sûre que tu veux pas aller là? Bah oui, renifle-moi la main. Vous la voyez pas, c'est peut-être mieux. Je sais plus ce que je disais, Didine. Bref. Ils sont tous de registres différents. On va avoir des personnages comme Gringoire, qui est de registre comique, un peu pathétique, ou même Géant, le frère de Frollo, qui aussi un ressort comique. Ah bah quand même. Un ressort comique qui va basculer d'un coup dans le tragique. Des personnages comme Frollo, qui est hyper dramatique. Esmeralda aussi et Quasimodo, enfin même les personnages les plus qui sont plus secondaires entre guillemets, qui sont plus au second plan. D'ailleurs, bah par exemple, si on prend la recluse, oui Didine, si on prend la recluse par exemple, elle a été supprimée de la plupart des adaptations, même peut-être toutes, malheureusement. Et c'est un personnage qui a une backstory tellement intéressante et tragique. Et quand tout, à la fin, tous ces différents fils narratifs qui ont été tissés par Hugo viennent se nouer ensemble ou se dénouer. Voilà, j'ai beaucoup aimé chaque personnage. Ils apportent tous quelque chose d'intéressant à l'histoire. Je fais une petite pause pub au milieu de cette vidéo à la manière des cérémonies. Alors, faut savoir que je vais pas en faire trop parce que déjà, j'ai pas assez d'abonnés pour être sponsor d'avoir des vidéos sponsorisées ou d'être monétisée. Mais je vais pas faire comme les cérémonies américaines où il y a des coupures de pub toutes les 2 récompenses et des coupures de pub de 10 minutes. Et vous avez déjà essayé de regarder les Oscars au direct? C'est une catastrophe. Bref, non, vu que je vais juste me permettre de faire de l'auto-promo pour moi en vous disant, si vous voulez, si ce que je vous propose vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram @nina.gorlier, puisque déjà vous trouverez plein de sujets. J'y parle de mon écriture et de recommandations livresques. Je creuse des fois quelques sujets en post, notamment le lien entre la littérature et les arts, voilà, ce genre de choses. Mais petit bonus, j'ai un canal que j'ai lancé il y a quelques mois. Et si vous rejoignez le canal, vous pourrez avoir mes vidéos en avant-première. Donc si je suis pas en retard dans le montage, vous aurez les vidéos en avant-première sur le canal le vendredi en fin d'après-midi au lieu de les avoir le dimanche à 10h. Et voilà. Et la catégorie suivante est le meilleur personnage féminin. Sont nommés dans cette catégorie Blanche dans Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer, Sadima dans la bande dessinée d'Or et d'Oreiller de Mylène Gust, qui est adaptée du roman de Flor Vesco, Siniska dans Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro, et Lila dans L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Et le prix du meilleur personnage féminin est attribué à Lila dans L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Lila, c'est un personnage qui nous est narré uniquement à travers les yeux de sa meilleure amie d'enfance, qui est la narratrice, donc c'est Elena, Lénou surnommée, qui entretient une relation à la fois fusionnelle, mais également un petit peu
toxique parce qu'elle se compare très souvent. Elle l'aime autant qu'elle l'envie, qu'elle la jaloux sur certains. Il y a une sorte de concurrence entre elles qui va à chaque fois, l'une et l'autre se poussent dans leurs limites justement pour être à la hauteur de l'autre, vous voyez. Mais aussi, il y a une fidélité sans borne, une admiration très belle de Lénou envers Lila, mais aussi de Lila envers Lénou. Et donc, on a une version biaisée de Lila, puisqu'on la voit à travers voilà, ses yeux pleins d'admiration, mais aussi d'envie. Mais ici et là, on entreaperçoit des bribes de qui est Lila, comment elle se voit elle. C'est un personnage qui a du caractère, qui peut être juste, mais aussi méchante, dure, mais très, très forte dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle propose, qui ne se laisse pas plier, qui vient d'un milieu pauvre, qui est très, très intelligente, hein, même un petit génie, mais qui ne pourra jamais poursuivre les études qu'elle voulait parce que ses parents ne veulent pas, donc elle va être condamnée à rester dans ce petit quartier pauvre de Naples, alors qu'elle a tellement de compétences autres pour aller loin, elle ne le fera jamais. C'est à la fois tragique et fascinant, et moi j'aime bien ces personnages féminins pleins d'imperfections, qui fascinent autant qu'ils énervent, qu'on ne comprend pas. Parfois, elle peut être méchante et on comprend pas forcément. Mais c'est cette imperfection qui la rend tangible, vous voyez. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Lila. Clairement, c'est celle qu'on retient le plus entre ces deux petites filles qu'on voit grandir. C'est un récit que je vous conseille qui est très touchant. Il a aussi également été adapté il y a quelques années en série, et la série est une très bonne adaptation. Donc voilà, Lila de l'amie prodigieuse. Alors, tous les personnages féminins cités se démarquaient, mais je pense que c'est elle, par son parcours, par son caractère, qui va rester en moi peut-être le plus longtemps. Catégorie suivante, meilleur personnage masculin. Sont nommés dans cette catégorie Fitz Chevalerie de l'assassin royal de Robin Hobb, Ereb d'Emblème dynastiel, Peter dans le Peter Pan de Régis Loisel et Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et le prix du meilleur personnage masculin est attribué à Ereb dans la duologie Emblème dynastiel. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Ereb, c'est un personnage masculin que j'ai beaucoup aimé parce qu'il sort des clichés, des archétypes habituels qu'on a dans la mise en scène du masculin. C'est le genre de personnage que j'apprécie beaucoup parce qu'il va aller proposer une certaine vulnérabilité sans être une faiblesse non plus, mais une certaine douceur, un certain doute qui est très intéressant, qu'on retrouvait également dans le personnage d'Henri dans Trois cercles de fer de Magali Lefebvre. C'est ce genre de personnages masculins qui sont pas dans la masculinité puissante, dure, vraiment ces personnages qui sont toujours sûrs d'eux. Non, il doute, il a aussi des failles, et puis il a été meurtri par la vie, puisque c'est un personnage qui souffre d'une grande anxiété, une agoraphobie. Il n'est pratiquement jamais sorti de son domaine familial, puisqu'il est vu comme un marginal, un paria, un monstre par la haute société dans laquelle fait partie sa famille. Il y a des terribles rumeurs très sombres, très tabous qui rôdent autour de lui. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé voir comment il évoluait, comment il prenait confiance en lui, en tout cas dans comment il s'affirmait, grâce notamment à sa rencontre avec Cécilie, qui est l'autre personnage principal du roman, de la duologie, le personnage féminin, qui a un caractère tout autre, et ça va bien sûr
cette rencontre va faire des étincelles en bien ou en mal. Je vous laisse découvrir en bled pour le savoir. Non, j'ai adoré cette proposition, en tout cas, d'un personnage masculin, et j'espère en lire plus. Une autre forme de force au masculin. On reste dans les personnages avec la catégorie suivante qui est les meilleurs antagonistes. Sont nommés dans cette catégorie Claude Frollo dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Royal Long-Vaillant dans L'Assassin Royal de Robin Hobb, le père de Marlin Chen, dont je ne me souviens plus du nom, dans Juniper and Thorn d'Avarid, et Baba Yaga dans Enchantement d'Orson Scott Card. Et le prix du meilleur antagoniste est décerné à O, père de Marlin Chen dans Juniper and Thorn d'Avarid. J'ai hésité avec Frollo dans Notre-Dame de Paris, encore une fois. Peut-être que certains pensaient que je répondrais lui en me connaissant. Parce que Frollo, c'est un personnage qui m'a fascinée, qui est un personnage à multiples facettes, qui est à la fois effrayant, détestable, pathétique et touchant sur d'autres aspects. Un personnage qui m'a marqué et qui fait clairement le boulot en tant qu'antagoniste, mais aussi, il est aussi le héros de sa propre histoire. Mais non, j'ai fini par choisir cette figure du père, parce que si je me base sur ce côté antagoniste, méchant de l'histoire, je trouve que le père de Marlin Chen m'a beaucoup plus marqué dans sa figure de monstre. En fait, Claude Frollo, je le déteste sans vraiment le détester. Enfin, je sais pas comment dire. Au contraire, le père de Marlin Chen, lui, il est à la fois effrayant, vraiment il est terrifiant, mais il est aussi détestable. Vraiment, je le sentais dans mes tripes, quoi. Je dis, mais il faut qu'il paye, il faut qu'il souffre, parce que il fait référence à des archétypes des ogres, des contes de fées. C'est pas pour rien qu'il est décrit, c'est un puissant magicien qui est décrit avec une barbe bleue, donc vous voyez la référence. Il a une emprise terrible sur ses 3 filles. On comprend que sa défunte femme est morte de façon assez terrible par sa faute. Et il y a ce côté vraiment ogre de conte de fées. C'est une réécriture du conte de Génévrier, qui est un conte très sombre que j'aime beaucoup. Il y a ce côté très sombre de ogre, puisqu'en fait, il est victime d'une malédiction qui fait qu'il n'est jamais rassasié, et donc il est tout le temps fatigué, et il a tout le temps faim. Il a beau manger, il a tout le temps faim. Et en fait, il va dévorer tout, que ce soit littéralement au sens propre, mais également au sens symbolique. Il va dévorer l'énergie de ses filles, et notamment Marlin Chen, la petite dernière. Et elle craint, elle est en quête de liberté, parce que ses 3 sœurs ne peuvent pas quitter la maison. Elles n'ont pas le droit de quitter la maison, elles n'ont pas le droit de parler à des hommes. Elles sont vraiment sous le joug de ce père horrible et terrifiant. Et quand elles vont essayer de sortir, gagner de la liberté, de l'émancipation et de grandir, il y a toujours la menace de ce père qui représente le patriarcat, et aussi il y a un côté un peu malsain dans qu'il a le rapport avec ses filles. Ah ouais, ça vraiment, il y avait un côté, ce genre de personnage qui te révulse, quoi. Et c'est pour ça que c'est à lui que j'attribue le prix. Ensuite, on passe à quelque chose de plus romantique avec la catégorie meilleur couple. Sont nommés dans cette catégorie Ereb et Cécilie dans Emblème d'Inaciel, Maude et André dans 17 ans à jamais de Gaël Aymon, Blanche et le fou dans Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer, et Milarka et Laura dans Milarka d'Orlan Escoffier. Et le prix du meilleur couple est attribué à Blanche et le fou dans la duologie Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer.
Là, c'est mon côté romantique qui parle. Il faut savoir que je ne lis pas de romance. Je vais pas lire un roman dont toute l'intrigue est centrée autour d'une romance, ça va pas m'intéresser. Par contre, j'aime bien quand, il y a une sous-intrigue, une intrigue secondaire, romantique entre 2 personnages dans un livre. Il faut vraiment que ça soit à côté, quoi. Là, j'aime bien quand c'est bien fait, évidemment. Le slow burn d'Ophélie et Thorne dans La Passe Miroir, par exemple, j'achète, enfin, je suis fan, voilà, ce genre de choses. Faut pas que ça soit central à l'intrigue. Et là, c'est dans Peau de dame, il y a le juste milieu est là. Quand même que ça soit Blanche, qu'on voit en couverture, ou le personnage du fou, ils ont tous les deux leur arc narratif, leur enjeu, leur évolution de personnage par rapport à leur identité, leur origine, etc. Mais il y a aussi cette relation noueuse entre eux dès le début, qui évolue tout au long de la duologie de façon intéressante. Au début, elle est princesse d'Ivray, et lui, c'est le fou du père, du roi, enfin du père de Blanche. Donc il y a un déséquilibre qui est là de base, parce que lui, bah, en tant que fou, il est prisonnier de cette cour royale. Il est condamné en fait à faire le mariole pour amuser la galerie, voilà. Et donc elle est socialement au-dessus de lui en tant que princesse. Et d'un autre côté, lui, il a une passion, une obsession pour elle, qui est romantique quand même, mais qui, en fait, est-ce qu'il la connaît vraiment? Est-ce qu'il l'idéalise pas? Parce que c'est la princesse, voilà, elle est assez renfermée, assez mystérieuse au début, Blanche. Puis au fur et à mesure qu'ils vont évoluer dans cette duologie, au fur et à mesure qu'ils vont subir des épreuves, des transformations physiques et psychologiques, notamment pour Blanche, ils vont se retrouver à plusieurs étapes de leur vie et se redécouvrir sous d'autres visages et s'accepter malgré tout. Et c'est hyper intéressant. Et Aude Ziegelmeyer, l'autrice, arrive vraiment à créer une tension à chacune de leurs scènes qui est très intéressante, qui est très maîtrisée. Donc voilà, j'aime beaucoup ce couple, d'ailleurs, qui est un des atouts phares et un des atouts marketing de la duologie, on va pas se mentir. La catégorie suivante, c'est ce qui est meilleur espoir. C'est une catégorie qui est dédiée en fait aux auteurs ou autrices qui ont publié un premier roman, ou j'élargis aussi à deux romans publiés, voilà. Des auteurs-autrices jeunes en point de vue carrière littéraire, et des auteurs-autrices prometteurs. Sont nommés dans cette catégorie Laure et Colombe Bonnet pour Silver Scalpel, Aude Ziegelmeyer pour Peau d'âme, Ina Ciel pour Emblème et R. Sennelier pour Mes ailes en cage. Et le prix Meilleur espoir est attribué à Laure et Colombe Bonnet pour Silver Scalpel. Il faut savoir que je lis très peu de policiers, de thrillers. Donc, réussir à m'attirer et réussir à me faire aimer un genre que je ne lis pas du tout pour de bonnes raisons, c'est déjà un atout majeur dans mon choix. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait, et comme c'est de l'écriture à 4 mains, pour l'avoir pratiqué moi aussi en tant qu'autrice, c'est pas forcément le plus évident. Et le rendu est très qualitatif et très propre. Je serais incapable de dire qui a écrit quoi. Voilà, c'est très, très homogène, le rendu final. Une lecture très addictive, une lecture qui a su séduire les amateurs du genre, puisque le roman a reçu un prix littéraire, donc ça récompense bien ses mérites. Donc voilà, et j'ai vraiment envie de suivre ce que vont faire les filles dans leurs prochaines publications, qu'elles se soient ensemble ou séparément, que ce soit dans ce genre-là ou dans d'autres genres. Voilà, donc je vous invite à vous pencher sur Silver Scalpel. J'avais fait un avis lecture, j'en ai parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je crois. Je suis plus sûre. Je vous mets tout en haut comme d'habitude. Il nous reste 2 catégories.
Et comme aux Oscars, on tombe sur vraiment on finit avec les catégories les plus attendues. En tout cas, j'essaye de hyper la chose. Et donc, aux Oscars, on finit par, si je dis pas de bêtises, par meilleur réalisateur et meilleur film. Et donc, nous, on va finir par meilleure auteurice et meilleur livre. Et donc, tout de suite avec meilleure auteurice. Sont nommés dans cette catégorie Robin Hobb pour L'Assassin Royal, Victor Hugo pour Notre-Dame de Paris, R.F. Kuang pour Yellowface et Avarid pour Juniper and Thorn. Et le prix du meilleur auteurice est attribué à Robin Hobb pour L'Assassin Royal. L'Assassin Royal que je n'ai pas en physique puisque j'ai écouté les 2 premiers tomes de cette saga en livre audio. Et non, vous êtes peut-être surprise, je n'ai pas mis Victor Hugo en meilleur auteur. En vrai, je me suis maîtrisée parce que sinon, je me connais. Tout aurait été... j'aurais mis Victor Hugo partout, en fait. Donc, j'ai choisi de mettre Robin Hobb parce que L'Assassin Royal, ça a été vraiment une découverte majeure sur ma fin d'année 2025, une claque. Et en l'écoutant, en le lisant, j'ai compris tout de suite pourquoi c'est un monument de la fantaisie. Elle a une plume, un univers tellement entraînant, tellement passionnant, des personnages si forts, c'est intéressant. Un narrateur, Fitz, qui est à la fois touchant, énervant, on a envie de le secouer parfois, et qui arrive tellement de choses. C'est vraiment l'Assassin Royal, c'est un récit initiatique, pour la plupart, vraiment, on va suivre en fait la vie à la cour de Fitz quand il fait une place en tant que bâtard et en tant qu'assassin. Je pense que quand j'aurai fini la première époque de l'Assassin Royal, je vous ferai une vidéo dédiée dessus, donc je reviens pas trop en détail dessus. Mais voilà, j'ai tellement aimé sa plume, son univers, ses personnages, l'ensemble, ce qui fait que voilà, je le dédie ce prix à Robin Hobb, même si sur l'ensemble de ma vie, ça serait Victor Hugo, allez. Et on arrive enfin à la dernière catégorie. J'ai tellement été longue que j'ai dû rallumer ma caméra parce que j'étais arrivée au bout. Et donc, j'arrive au clou du spectacle, une catégorie qui va vous intéresser parce que dans mon bilan un peu nulos que je vous ai proposé de mes lectures 2025, je vous ai parlé de 4 lectures notables, mais je les ai pas classées. Donc là, vous allez enfin avoir, je me suis enfin décidée, quelle a été ma meilleure lecture de 2025, puisque on clôt avec le prix du meilleur livre de 2025. Et les nommés sont Yellowface de R.F. Kuang, L'apprenti assassin, le tome 1 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et le tome 1 de Peau d'âme d'Aude Ziegelmeyer. Et sans suspense peut-être, cette fois, ceux qui me connaissent, je vais répondre à vos attentes. Le prix de ma meilleure lecture de 2025 est attribué à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et oui, là, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai récompensé Totor. Je ne vais pas revenir dessus en détail parce que vous connaissez mon amour pour Victor Hugo et son œuvre. Je vous ai parlé plusieurs fois de Notre-Dame de Paris au cours de cette vidéo. Je vous en ai parlé dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous en reparlerai sur la chaîne. Voilà, je sais. En tout cas, tout ce roman, en fait, a coché toutes les cases pour moi. Une plume magnifique, des personnages aussi fascinants, attachants, tragiques. Je suis passée par toutes les émotions, le rire, les larmes, la colère, le désespoir, tout. Alors, j'ai une jolie petite version poche, mais il fait quand même 700 pages. Hein. Et ces 700 pages, je les ai pas vues passer. Je les dévorais. Un vrai page turner. Et ça fait partie de ces classiques qui sont quand même très modernes. La plume d'Hugo, en étant à la fois sublime, elle est aussi facile à lire, je trouve. En tout cas, c'est mon avis.
Donc voilà, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. J'en profite pour vous rappeler que j'ai lancé, il y a pas longtemps sur la chaîne, une lecture commune de l'intégrale des Misérables qui va s'étendre sur l'ensemble de l'année 2026. Donc je vous donne rendez-vous début avril pour faire un point ensemble sur le tome 1 des Misérables qui s'appelle Fantine. Donc ça vous donne... on est début février là, comme vidéo elle sort. Donc en 2 mois pour lire ce tome 1 qui fait environ 300 pages. Donc je vous invite à me suivre dans cette aventure si vous avez envie de lire Les Misérables. Vous pouvez aussi, bien sûr, monter comment on dit? Ah, prendre le train en marche. J'arrive plus à parler. Mais voilà, Victor Hugo, on se refait pas. Et je me suis contenue pour pas le mettre dans cette catégorie, mais je m'autorise et je pense que vous me comprendrez de dédier le prix de ma meilleure lecture 2025 à Notre-Dame de Paris. Et j'aimerais bien finir cette vidéo avec quelques petites statistiques. Ce que font les journalistes là, par exemple, quand les nominations aux Oscars sont tombées, ils ont fait un petit point sur le nombre de nominations pour chaque film et qui ont été les films les plus nommés. Et des fois, c'est intéressant parce qu'on a des films qui sont beaucoup, beaucoup nommés et qui sont très peu recommencés. À tes souhaits, Didine. Pardon, elle me tire la langue. Qui sont très peu récompensés, voire pas du tout. Donc c'est intéressant, je trouve. Donc par exemple, là, avec 2 nominations, on avait La Saison des Enchantements, L'Amie prodigieuse, Le Peter Pan de Loisel, Le Comte de Monte Cristo et Mes ailes en cage de Arsène. Avec 3 nominations, on avait Yellowface de R.F. Kuang, 4 nominations, Juniper and Thorn d'Avaride, 5 nominations, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, 6 nominations pour L'apprenti assassin, donc l'assassin royal de Robin Hobb, et le roman qui avait le plus de nominations de cette année, c'était Peau d'âme de d'Aude Ziegelmeyer. Mais après, si on regarde sur le ratio avec qui a le plus de victoires, eh bien avec 3 victoires, c'est Notre-Dame de Paris qui se place quand même en tête et prouve qu'il mérite bien son statut de meilleure lecture de 2025. Et je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je me suis beaucoup amusée à faire comme ça. Je pense que je recommencerai l'année prochaine. J'aimerais bien faire mon bilan 2025 sous 2 formes, sur cette forme des Book Awards, qui me permet de parler de plusieurs moments différents sous différents angles, mais également faire peut-être le tag qu'avait fait Personine sur sa chaîne, qui par exemple ta première lecture de l'année, la lecture que t'attendais le plus, la lecture qui t'a plus déçu, ce genre de choses qui me permet de faire un retour sur mon année de lecture, mais sous différents angles, plutôt que faire un simple classement. Voilà. Est-ce que ce format vous intéresserait? Bon, on a le temps de voir, hein, du coup, on se donne rendez-vous l'année prochaine, début 2027. Je vous invite à me dire en commentaire quels ont été les livres, vous, dans vos lectures de 2025, quels livres vous auriez mis dans ces catégories? Je serais curieuse de voir. Que pensez-vous de mes réponses? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir mon travail, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter pour le référencement. Allez me suivre sur Instagram si vous aimez bien mon travail et vous voulez d'autres propositions, à voir les vidéos en avance, etc., etc. Je vous remercie pour votre soutien. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis normalement à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.